Bienvenue au Prix du Livre de la ville de Lausanne. Ce podcast est proposé par le service des bibliothèques et archives. Nous accueillons Chloé Falsi. Son roman La mécanique des ailes, paru chez Ellis Hélas éditeur, est en lice pour la 12e édition. Bonjour Chloé Falsi. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Merci à vous aussi d'être là. Heureusement qu'ils viennent, parce que sinon on serait un peu embêtés. Merci beaucoup d'être là. Donc, bienvenue à cette rencontre. Nous allons parler ce matin de votre dernier ouvrage qui est paru en fin août 2025, donc il y a pas très très longtemps, que vous voyez ici et qui s'appelle La mécanique des ailes. Et il a été édité par Ellis Hélas éditeur, que je remercie. Avant d'entrer dans le vif et dans le cœur de ce foisonnant livre, on va évoquer quelques mots sur votre parcours. Vous aviez étudié les langues à l'université de Lausanne, et je crois que c'est d'ailleurs pendant votre cursus universitaire que vous publiez votre premier roman, enfin que vous écrivez votre premier roman, Balkis, c'est juste? Alors c'est presque juste, j'avais pris une année sabbatique entre mon bachelor et mon master pour l'écrire, et il est paru juste à la fin du master que j'avais fait entre-temps, où j'avais un peu fait des allers-retours pour la rédaction de ce premier livre. Et est-ce que vous avez cette envie d'écrire, vous l'avez depuis toujours? Elle vous accompagne depuis petite, ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu justement peut-être pendant vos études? Non, alors elle m'accompagne depuis toujours. Il y a d'ailleurs ma famille qui est là aujourd'hui, qui pourra en témoigner. C'est vrai que depuis toute petite, j'adorais lire des livres. J'en lisais énormément, un peu de tous les livres qui me tombaient sous la main. Et d'ailleurs, on a grandi en fait à Gimel, et je me rappelle que là-bas, j'allais seule à la bibliothèque du village, et puis la bibliothécaire me laissait prendre même des livres pour plus âgés. Et puis, c'est vrai qu'assez vite, ben, il y avait un peu cet élan jubilatoire de raconter mes propres histoires. Donc, c'est même venu ce rêve d'écrire, un peu naïf, de devenir écrivaine déjà vers l'âge de 8-10 ans, je dirais. Donc vous avez plein de petites histoires dans vos tiroirs, j'imagine. Oui, et que je ne peux plus relire maintenant, ce que notamment, ça c'est anecdotique, mais au gymnase, j'avais écrit toute une histoire de vampire qui s'appelait La légende de l'ombre, et je pense que maintenant, je n'ose plus la lire parce que c'est vraiment pas bon du tout et plein de clichés. Et actuellement, donc aujourd'hui, en marge de votre activité d'écrivaine, vous travaillez dans une maison d'édition que je crois qu'on peut nommer, aux éditions Loisirs et Pédagogie. Est-ce que ce travail nourrit votre activité d'écrivaine ou l'inverse? Oui, mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi cet avantage que c'est une maison d'édition, donc Loisirs et Pédagogie LEP, très connue pour ses ouvrages de vulgarisation sur la Suisse, illustrés par Mix et Remix. C'est dans l'édition, c'est dans les mots, mais c'est pas de la littérature. Et il y a aussi ce côté très précieux que ça me permet de sortir un peu la tête du guidon, parce que on n'est pas dans la littérature pure, mais une autre forme d'écrit. Donc ça me nourrit. Pas mal d'ailleurs, j'avais pas mal, relu, le livre «Biologie, notions fondamentales» qu'on édite pour pouvoir, écrire ce livre. Donc oui, ça se nourrit des fois de manière très féconde. Dans ce roman dont nous allons parler un peu en large, en long et en large, vous nous racontez la vie d'Eugène Gabrichevski, une figure majeure de l'art brut. Et d'ailleurs, vous avez donc travaillé au musée de l'art brut à Lausanne comme médiatrice culturelle. C'est là que vous avez rencontré Eugène, c'est là qu'est née l'idée de ce roman? Oui, tout à fait, et c'était vraiment un coup de foudre, une fulgurance quand on a fait, donc c'était une exposition monographique sur, Eugène Gabrichevski en 2017, et je me souviens, j'avais vu ses œuvres, alors déjà qui sont vraiment magnifiques, hallucinatoires, d'une grande richesse, d'une grande fantaisie, vraiment avec, plein de symboles propres, une cosmogonie propre qui m'a beaucoup parlé. Et vraiment, quand j'ai vu et appris que c'était un homme qui était artiste peintre, qui était aussi entomologiste, donc un scientifique qui étudiait les insectes, qu'il avait fini sa vie dans un hôpital psychiatrique, je me suis dit: «Non mais là, il y a tous les éléments romanesques pour écrire un bon roman». Donc ce roman, vous le travaillez ou vous l'imaginez, vous le pensez depuis déjà plusieurs années. Si vous avez rencontré Eugène, si je puis dire, en 2017, c'est un long Oui, processus. oui, et là, c'est vrai que je pense que je l'apprends à personne en disant que l'écriture, c'est un temps, de la lenteur. Il y a tous les temps, de recherche, les temps de création.
et bien sûr après les temps de relecture, donc c'est vrai que ça s'est étalé sur plusieurs années. Plus la vie qui continue à côté. Oui, 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 on n'oublie pas la vie que hors de nos mondes imaginaires, elle est très importante aussi, ouais. Donc, ce narrateur, donc Eugène Gabrichevski, dans ce roman n'est jamais nommé. C'est le narrateur. Il parle à la forme du je. C'est pas forcément évident, peut-être même d'autant plus pour une femme, d'écrire à la forme du je pour un homme, de rentrer dans sa tête. Comment vous vous êtes imprégné de sa vie? Ah, c'est une question qui est difficile parce que c'est vrai que je me suis rendu compte après coup que mon choix d'écrire à la première personne a été un petit peu audacieux. Et c'est vraiment comme ça que ça m'est venu. Je me disais, ah, mais cette voix qui s'imposait et puis qui commençait cette histoire qui s'écrivait un peu toute seule, elle est vraiment venue de manière très spontanée à la première personne. Et c'est vrai que c'est peut-être après coup que j'ai réalisé que c'était, oui, peut-être un choix un peu osé de s'être dit, bah voilà, en tant que jeune femme, je vais parler de cet homme qui vient d'une autre culture et puis que je vais m'approprier cette voix à la première personne. Mais c'est vraiment comme ça que c'est venu de manière. L'inspiration est venue comme ça. C'était très intuitif, très instinctif. Mais par contre, j'imagine que derrière, il y a un gros travail de recherche sur sa vie, sur ses œuvres. Ça vous a pris beaucoup de temps. Comment vous avez un peu travaillé? Alors, c'est vrai que le premier réflexe, c'était d'aller à la collection de l'art brut parce que heureusement, la collection, garde des archives très complètes sur, les artistes, qu'elle collectionne et puis donc là, ça a vraiment été le 1er point. On a la chance d'avoir un archiviste qui est, super, qui s'appelle Vincent Monod et puis qui m'avait déjà donné, tous les dossiers sur, Eugène Gabrichevski et là, c'est vrai qu'il y avait déjà plein d'anecdotes, qui ont donné vraiment, matière pour le roman. Alors, dans ce roman, et c'est dit aussi en quatrième de couverture, c'est librement inspiré de sa vie. En quelques mots, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Enfin, quelle est la part surtout de vérité, quelle est la part de fiction? Alors là aussi, c'est dur de répondre parce que j'ai l'impression que dans le procédé de l'écriture, il y a tout qui se brouille un peu. Par exemple, là, récemment, j'étais en train de relire un extrait et je me disais: «Ah, mais que la maman, elle vienne de Venise, ça, il me semble que j'ai inventé, je suis plus sûre que je l'ai lu, quelque part» et c'est justement ce qui est très beau avec l'écriture, c'est que j'ai l'impression que là, le but n'a jamais été de faire une biographie et peut-être d'ailleurs que c'est une idée un peu paradoxale d'écrire sur la vie de quelqu'un et de revendiquer vraiment la part fictionnelle. C'était vraiment les grands thèmes que je percevais dans sa vie où je me disais que ça valait la peine d'être raconté. Alors, beaucoup de choses sont vraies. Il y a plutôt des simplifications. Par exemple, le fait que ce soit une fratrie, seulement 2 frères. Eugène Oui, c'est Gabrichevski ça. avait aussi des sœurs, hein, mais ça, c'était par simplification. Je trouvais que c'était plus fécond d'explorer la relation entre frères. Ensuite, il a aussi été à l'Institut Pasteur, après, l'Amérique et aussi à l'université d'Édimbourg, mais ça, je me suis dit que c'était aussi une simplification, pour la trame du Mhm. roman. Donc, il y a, voilà, il y a beaucoup de travail, beaucoup de recherche, puis finalement, au bout d'un moment, on s'imprègne vraiment du personnage et on oublie un petit peu ce qui est vrai ou ce qui est faux. Donc, voilà, découvrez ça avec plaisir dans ce livre. Donc ce roman, il débute, on le comprend assez vite, dans un hôpital psychiatrique. On est en Allemagne, mais finalement, peu importe, parce qu'on est dans ce lieu qui est un peu en dehors du monde, coupé du monde. Ce n'est pas du tout un roman linéaire. Donc on a le narrateur qui est là présentement dans son hôpital psychiatrique et qui finalement a le temps et va se souvenir de son passé et de toutes les étapes qui l'ont amené ici. Et évidemment, ça commence avec son enfance. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner un petit contexte familial de Eugène Gabrichevski? Oui, alors Eugène Gabrichevski, et là, on va autant parler de la personne réelle, je mets vraiment des guillemets, que de son avatar fictionnel, qui est peut-être un peu un hybride entre la vraie personne qu'il a été et puis peut-être ma propre voix. Alors, lui, dans le livre et effectivement dans sa vie réelle, venait de Russie et était né dans une riche famille, donc vraiment de nobles, de l'aristocratie. Et puis sa maman leur a fourni à lui et à ses frères une batterie de précepteurs qui vont les éduquer en art, en sciences et puis en lettres, donc les langues étrangères aussi. Pendant son enfance avec sa famille, il va passer plusieurs mois par année chez son grand-père à la campagne. Si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous nous lisiez un premier passage dès la page 14. Et puis ensuite, je poserai mes questions. Merci beaucoup.
Mes frères occupaient leur temps à lire, à nager ou à chasser, en compagnie d'un ami de mon grand-père qui avait fait ses armes au nord, tout près du pôle. Un géant barbu qui nous paraissait capable d'abattre un arbre à main nue. Nous l'écoutions nous raconter le combat qu'il avait opposé à un ours, alors qu'il ne lui restait plus qu'une balle qu'il avait fichée entre les yeux de l'animal. Que là-bas, le froid peut te prendre d'un coup, comme un homme avec une femme. Il t'agrippe, te fige, en pleine pensée, le cœur cessant de battre dans son linceul de chair glacée, et tu ne te sens même pas partir. Il disait qu'à cet instant, il n'est plus question de force ou de volonté. Si le froid te choisit, il n'y a rien à faire. Il avait souvent pensé mourir, mais le froid n'avait jamais jeté son dévolu sur lui. Cet homme et ses histoires me faisaient peur, et je ne me joignais que rarement à ses expéditions à dos de cheval. L'objet de mes désirs était bien plus petit que les bêtes qu'il traquait. Alors qu'il passait des heures dans les étendues immenses, je n'avais que quelques pas à faire pour retrouver le monde qui grouille, invisible, en marche d'une autre, que nous foulons aux pieds tous les jours sans soupçonner son existence. Il suffit de plonger nos ongles dans la terre pour les voir. Les invertébrés, êtres infimes, parfois repoussants, qui représentent pourtant plus du 9/10 de la totalité du vivant. Comme les autres, je n'avais d'abord d'autre désir que de les écarteler et les détruire, dans cet élan qu'ont les enfants d'être des dieux. J'anéantis des dizaines de fourmilières, broyais leurs habitantes sous mes pieds, noyais des générations entières d'insectes dans mon urine. Une fois, je rassemblais des dizaines de punaises en rond sur le muret du jardin, ventre offert au ciel, pour observer leurs innombrables pattes se tortiller en silence. Au matin, elles étaient toutes mortes de froid et d'épuisement, figées dans la vaine lutte pour leur survie. Puis un jour, je coupai un ver de terre en deux. Les deux moitiés restèrent inertes un instant, avant que l'une ne s'agite et ne reparte en rampant. Un être infime avait défié ma loi, et je compris. Pour devenir une divinité, on ne peut pas se contenter de tuer. Il faut aussi connaître. Dans cette quête de savoir, j'appris à aimer les insectes, et comme dans tout amour, je voulus les posséder, les collectionner, les mettre en cage, en boîte ou en bocaux. Dans les marécages où je manquais souvent m'embourber à quatre pattes sur le sol de la forêt, courbé dans les hautes herbes, je les traquais. Dans leurs nids et leurs tanières, les vers, les cloportes, les mouches et les mille pattes. J'observais comment les fourmis élevaient les pucerons sur les tiges pour manger leurs déjections, comment les abeilles vieillissantes s'épuisaient jusqu'à la mort pour amener à leurs sœurs une subsistance. Je notais tout dans des carnets, voyeurs de leur petite vie si riche à l'aune de leur insignifiance. À défaut de démembrer leur corps, j'en faisais l'inventaire, en les assommant de vapeur de cyanure, avant de planter des épingles dans leurs ailes et leurs abdomens. Ainsi crucifiés, leur couleur intacte, ils étaient laissés à la postérité, aussi beaux que les saints qui ornent les vitraux de nos églises. Mais il n'était pas question de prier devant ces fétiches. Ma révérence, c'était de les comprendre. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il va être question d'insectes. C'est donc le premier amour de votre narrateur, il le dédie aux insectes. Qu'est-ce qui le fascine tant ? Alors justement, je pense que c'est ce qui est donné dans cet extrait, c'est de voir en fait cette richesse qui est juste à côté. Alors là, vous aviez parlé justement qu'il part à la campagne, dans la maison de son grand-père, dans la datcha, donc c'était ces grandes maisons russes à la campagne, et puis de se dire en fait, voilà, mes frères, ils partent de manière très virile et guerrière, chasser des ours, chasser peut-être du plus grand gibier, mais en fait, on a un monde presque extraterrestre, parce que très étranger au nôtre, et d'un côté où on peut voir des parallèles avec nos propres vies. Donc comme si on retourne sur nous-mêmes le microscope, en même temps qu'on regarde ces petits êtres qui sont juste à côté dans le jardin, dans la campagne. Vous-même, vous connaissiez quelque chose aux insectes? C'est quelque chose que, aussi petite, vous aimez bien grouiller le sol, enfin farfouiller et observer les insectes? J'imagine que là aussi, il y a pas mal de travail de recherche. Alors j'avais moins d'intérêt en étant petite, mais c'est vrai que mes parents qui sont là sont biologistes.
et enseignant de maths. Et c'est vrai que je me souviens qu'il nous montrait toujours un peu des choses dans la forêt ou bien pas des insectes. Je me rappelle surtout qu'on faisait quelque chose qui n'est plus du tout permis maintenant, c'est qu'on allait chercher des œufs de grenouille et puis on les ramenait à la maison pour observer. Il nous montrait les métamorphoses. Donc il y avait déjà cet intérêt de montrer voilà comment les têtards après deviennent des grenouilles. Mais c'est vrai qu'on en a reparlé récemment, notamment avec ma maman qui disait: «Ah mais moi je pensais que ça t'intéressait pas. À chaque fois on vous montrait, des choses à ton frère et toi et tu étais peut-être celle qui était la moins intéressée, mais comme quoi ça a peut-être, percolé». Il y a quand même quelque chose qui est entré dans la tête. Et du coup, un peu comme pour Eugène, où finalement son père aussi aura une grande influence quand même sur sa passion des insectes. En quelques mots, qui était son père? Oui, alors son père, et ça c'est pas inventé, en fait, était un très célèbre, bactériologiste qui a inventé le vaccin contre, la scarlatine. Donc vraiment, un homme de science et puis à qui, on doit beaucoup, en fait, même, de découvertes, qui ont quand même amené à des grands progrès scientifiques et qui est mort, probablement, terrassé par une bactérie ou un virus, donc des sujets qu'il étudiait. Et il aura une grande influence quand même sur la vie de Eugène. C'est notamment lui qui va lui offrir son premier livre sur l'entomologie. Oui, et là, je pense qu'il y avait aussi une justice que je voulais rendre à ma famille parce que je pense que ce qu'on a en tant qu'enfant qui va nous nourrir, où on croit en nous, où on donne justement là, typiquement un livre en disant parce que je crois que tu pourras devenir un grand scientifique, c'est un peu ce que le cadeau que lui fait son père, ou en tout cas de valider son intérêt pour la science, de montrer à quel point c'est précieux Mhm. pour des jeunes enfants et puis après pour des adultes qui se projettent dans l'avenir. Alors son père va en effet mourir alors que Eugène est relativement jeune, ne reste plus que sa mère. Alors sa mère est aussi un personnage important dans ce roman, elle aura une grande influence sur lui. Quelles sont un tout petit peu leurs relations en quelques mots? Comment est-ce que vous décririez leur rapport? Alors, c'est des rapports très ambivalents parce que c'est une mère. Alors, de nouveau, ça, et c'est assez intéressant, c'est romancé, mais en tout cas, avec ce que j'ai pu lire entre les lignes de sa biographie, mais peut-être que c'est le personnage qui m'a posé le plus de soucis parce que là, il y avait vraiment un peu une projection en voyant cette femme, en tout cas, qui avait donné beaucoup pour ses fils. C'était elle qui avait vraiment donné toute cette batterie de précepteurs pour qu'ils puissent acérer leurs esprits en art, en sciences, mais d'un côté, quelqu'un de très dur, quelqu'un De presque froid, un peu de presque glacial. froide, glaciale, très, très, très ferme, mais qui veut vraiment le meilleur pour ses enfants. Et là, je pense que dans ce personnage, il y a vraiment un prolongement dans mon imagination où j'en fais vraiment quelqu'un qui veut le meilleur pour ses enfants, mais d'un autre côté, dans ce rapport-là, est tellement exigeante qu'elle les écrase, en fait, hein, Mhm. qu'elle écrase ses fils, hein. Et il y a aussi une sorte de petite tension avec la religion, parce que même si elle leur souhaite, enfin, elle leur donne des précepteurs qui vont leur apprendre effectivement les sciences, notamment les sciences dures, elle reste néanmoins assez religieuse, ou voire très religieuse. Et il y a une sorte de tension aussi pour ses enfants. Oui, exactement. Et là, c'était presque en fait une façon, alors là, de nouveau, qui était romancée, ça c'est vraiment de la projection pure, mais où je trouvais très intéressant d'opposer la religion et la science, parce qu'à l'époque, quand on a fait ses premières découvertes en génétique, ça a vraiment été critiqué parce que plein de personnes disaient: «Ah, mais vous voulez mettre Dieu en éprouvette, hein». Mhm. Parce que c'est un moment où vraiment on commençait à comprendre les lois de l'hérédité, mais où c'était même vu comme du blasphème, en fait. Donc de montrer cette opposition avec peut-être cette mère qui incarne des plus vieilles croyances ou en tout cas un ancien monde, disons. Mhm. Pour terminer encore sur la famille de Eugène, donc vous l'avez dit, hein, c'était une fratrie de 5, je crois, enfants, frères et sœurs. Dans votre roman, il a deux frères, un plus grand, Colia, dont on ne va pas spécialement parler, et Misha, le deuxième frère. Et c'est d'ailleurs Misha qui va l'enfermer dans cet hôpital psychiatrique. En quelques mots, de nouveau, Misha, est-ce qu'il culpabilise de l'avoir enfermé? Ah, c'est une très bonne question, vraiment, parce que c'est vrai que ce personnage donc du frère a réellement existé. Et c'est aussi lui qui a fait connaître les œuvres d'Eugène Gabrichevski. Donc, il y a vraiment eu une volonté de faire connaître l'œuvre de son frère. Mais d'un autre côté, là aussi, dans tout ce que j'ai pu lire entre les lignes, il l'a quand même laissé dans un hôpital psychiatrique. Il a ensuite émigré aux États-Unis. Donc, en fait, Eugène Gabrichevski s'est retrouvé seul dans cet hôpital de Bavière avec une amie de la famille qui venait de temps en temps lui rendre visite.
Donc c'est un personnage ambivalent. Et oui, j'ai voulu quand même donner le sens qu'il y a une culpabilité dans ce fait de l'avoir enfermé et d'un autre côté beaucoup d'amour parce que on culpabilise pas si on se dit pas qu'on a fait quelque chose qui potentiellement peut être répréhensible. En effet. Donc effectivement, le deuxième grand thème de ce roman, c'est la peinture, le dessin. Au tout début du roman, dans cet hôpital psychiatrique, Eugène arrive à obtenir des pinceaux et de la peinture et on ressent à quel point c'était vital pour lui. Si vous êtes d'accord, on va évoquer un deuxième passage autour un peu de cette question de l'acte de peindre, page 38. J'ai appris à dessiner avant de savoir parler. C'est ce que Matt aimait répéter, même si je n'ai jamais pu dire si elle en était fière ou si elle y voyait là une tare. Je ne sais pas d'où est venu cet élan. Il a toujours été là. Avant même de tenir une mine de plomb, dès que j'ai rampé dans la terre du jardin, j'ai mis mes doigts dans son canevas d'argile pour y apposer ma marque et mes visions. Le ciel, ma mère, Juliette, mes cauchemars et mes rêves. Ce que je désirais comprendre, je le dessinais. Il s'agissait d'un réflexe aussi naturel que celui de respirer, un instant enfantin et universel. Représenter le monde et se l'approprier. Puis, en grandissant, en comprenant qu'il est laid et imparfait, le réinventer. Est-ce parce qu'ils sont plus proches de la naissance que les enfants créent avec plus de liberté? Parce qu'ils sentent encore au fond d'eux cette force qui les a transformés dans le ventre de leur mère, d'amas de cellules, à être vivants? Je dessinais partout à la barbe des gouvernantes et de ma mère. Dans mes cahiers, sur les nappes et les serviettes, grattant les coins des meubles, les murs, le sol de la cour. Quand elle estima que mes gribouillages étaient devenus hors de contrôle, Matt appela un précepteur pour endiguer ce flux qui menaçait de recouvrir la maison entière. Un jeune diplômé des beaux-arts, mince de corps et de voix. C'était un passionné d'art religieux, particulièrement des icônes. Ce fut lui qui nous enseigna la symbolique des couleurs. Rouge, la couleur duale, entre l'amour et les flammes, jaune pour la lumière, bleu pour la sérénité, vert pour la terre et noir pour le mal. Ce qui représentait une corvée est devenu une joie. À partir de ce moment, j'allais à l'église avec plaisir, regardant les saints et les vierges à l'enfant avec une attention renouvelée. J'admirais la délicatesse de leurs traits, la finesse des couleurs, tout ce que la main de l'artiste avait transcendé pour créer une image parfaite. Dans l'expression de ces femmes drapées de manteaux bleus et rouges, nimbées de feuilles d'or, il avait réussi à exprimer la paix. Je détaille la pile de feuillets, les parcours, en détache certains que la peinture, en séchant, a collés l'un à l'autre. De ces métamorphoses, ces visions d'enfants, transparaît seulement un sentiment d'angoisse, une urgence. Dans ce barbouillis de matière et de forme, il y a un cri, un élan de vie condamné à la perte. Ce n'était pas ce que racontaient les icônes de ma jeunesse, qui représentaient la révélation et l'amour d'un Dieu omnipotent. Elles étaient lumière et sérénité, reflet d'un monde pur qui n'existe que dans les églises. Mais mes dessins ne sont pas sacrés. Ils ne montrent pas une utopie, mais la réalité, et c'est pour cette raison qu'ils fourmillent d'ombre. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir. Donc là, on est relativement au début du roman. On entend déjà dans cet extrait que l'acte de peindre est essentiel pour Eugène, voire obsessionnel. Enfin, c'est vital en fait pour lui. Oui, et ça devient de plus en plus vital dans l'hôpital psychiatrique. Alors là aussi, je pense que j'ai été pas mal influencée par mon travail à la collection de l'art brut, parce que c'est vrai que beaucoup de ces artistes très connus, Wölfli et Aloïse, ont créé dans des hôpitaux psychiatriques et on sent qu'il y a vraiment un élan vital à créer. Les feuilles souvent sont complètement recouvertes, il y a presque une peur du vide, donc vraiment de montrer une trace d'existence. Mais qu'effectivement, je pense qu'on peut aussi relier à ce qui peut animer des enfants à créer, à dessiner. Ou moi, quand j'ai commencé à écrire quand j'étais petite, c'est vraiment un élan de créer d'autres mondes et de les faire tenir et qui devient jubilatoire parce qu'on devient des petits dieux ou des petites déesses.
Dans ce roman, on suit aussi son parcours finalement de peintre, hein, et il y a notamment cette scène au début justement avec son prof de dessin où pour la première fois il va dessiner un homme nu. Il a une sorte de déclic à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Oui, alors ça, c'est une scène que j'ai beaucoup aimé, écrire, hein, bon, comme beaucoup dans le livre, mais là, il y avait quelque chose de la transgression parce que le prof de dessin qui est engagé par la maman, sans rien dire à la mère d'ailleurs, amène un vieil homme pour que les 3 frères le peignent et puis il y a vraiment une réaction de dégoût, d'un des frères de dire: «J'ai pas envie de peindre ça» et puis, le précepteur, il est: «OK, c'est moi qui décide, donc maintenant vous peignez» et cette idée en fait de dessiner au plus près de l'humain. C'est un véritable déclic, comme vous avez dit, pour le narrateur, et puis qu'il fait se sentir proche de Dieu, parce que de nouveau, là, cette idée aussi que Matt leur avait toujours dit, donc la maman, que Dieu était créé à leur image, et que là, c'est comme si c'était lui qui s'appropriait Mhm, ça. mhm. Et finalement, très vite, après ça, il va bon, développer ces deux passions, mais il va aussi les mettre ensemble, les allier. Donc, l'étude des insectes et le dessin, je vous cite à la page 56, au gré des pages noircies, un univers inerte et muet se déployait, peuplé de ses propres créatures, des formes indistinctes entre insectes humanoïdes et humains insectoïdes, incertaines de l'espèce à laquelle appartenir. Il y a beaucoup dans cette phrase, presque tout votre livre dans cette phrase. Oui, et tous les tableaux peut-être, ou pas tous les tableaux quand même, parce que c'est une œuvre de 3000 pièces, donc là, je pense que ce serait quand même un peu arrogant de dire que ça a été résumé en une phrase. Mais c'est vrai que là, il faut vraiment voir, et ces tableaux sont vraiment peuplés d'êtres sériels, donc comme si on a l'impression qu'il y a des petits gènes qui sont posés les uns à côté des autres, et vraiment ces figures insectoïdes, et notamment des petits insectes qui ont des bottines ou des chapeaux, et puis, des sortes de femmes, mais c'est des silhouettes avec des très longs coups comme des phasmes. Donc ça, c'est vraiment inspiré, de ces dessins, donc je rends justice à Eugène Gabrichevski. Et c'est là aussi qu'on sent ben, toute cette porosité entre art et science. Est-ce que c'est aussi là les premiers signes de folie? Oui, sans doute. Mais le côté obsessionnel, là aussi, et j'espère que j'ai réussi à le donner dans le livre. C'est pas parce qu'il a une passion de l'art et de la science que la folie, s'est déployée, et puis qu'il y a presque une mécanique de la folie qui se déclenche à un moment. Mais plutôt une fragilité qu'il a depuis l'enfance, qui va à un moment le conduire, au bout. Donc comme si on a tous ces facteurs qui font qu'après ça s'enclenche pour qu'à la fin, on arrive à la crise de dissociation finale. Après, on pourrait aussi penser que c'est, quelqu'un qui perd pied parce qu'il avait trop de travail, et puis que la compétition, notamment avec ses collègues, devient trop forte. Donc un ensemble de facteurs qui amènent à cette crise. Mhm. On va y revenir. Si vous vous inspirez librement de la vie d'Eugène Gabrichevski, la grande histoire, elle, en revanche, elle est bien là, elle est bien présente dans l'ensemble de cet ouvrage. Donc, on va traverser déjà la révolution de 1905 en Russie, enfin le Dimanche rouge, mais la Grande Guerre, la Révolution russe, la Deuxième Guerre mondiale quand il sera en hôpital psychiatrique. Et si cette grande histoire a forcément des conséquences un peu de facto sur la vie du narrateur, on le sent néanmoins toujours un peu à distance. Il reste finalement dans son monde fait de dessins et d'insectes. Oui, et c'est vrai que cette, macro-histoire, d'ailleurs, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que le fait de l'appeler roman historique m'avait un petit peu posé un problème, hein, parce que l'histoire, elle est importante, mais elle est là. Vraiment, on pourrait être à n'importe quelle période et voir, comme nous tous, peut-être aussi maintenant avec, des événements qui s'enchaînent et puis, qui sont inquiétants, s'étend à l'échelle du monde, cette macro-histoire qui s'emballe et nos micro-histoires qui sont prises dedans, et puis c'est vrai qu'il reste en fait assez passif, mais comme beaucoup, de personnes, lui, il continue à voir tous ces événements et de se dire: «Mais moi, j'essaye de tirer mon fil du mieux que je peux». C'est pas quelqu'un de très courageux. Il va rencontrer d'autres personnes qui sont plus courageuses et qui vont, le payer de leur vie, notamment, en Russie, Mhm. l'étudiant, Boris, Boris. son premier amour, Ania, qui disparaît, sans laisser de traces, qui a probablement été victime d'une sorte de rafle. Donc effectivement, ça, c'était pour rendre ce côté que des fois, effectivement, nos micro-histoires sont prises dans la grande, qui s'emballent,
et où on ne peut pas faire grand-chose pour se rattacher au Pas- cours des événements. Effectivement. D'ailleurs, quand la révolution russe arrive, il est déjà à l'université en Russie, j'imagine à Moscou, en biologie. C'est aussi un moment assez charnière dans sa vie d'entomologiste. C'est là qu'il va rencontrer un entomologiste. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a une sorte de déclic où il comprend que la génétique aura un rôle important? Oui, et surtout, c'est vrai que cette figure dont vous reparlez, c'est en fait un collègue du papa, donc qui lui dit d'ailleurs: «Ah, mais j'ai bien connu votre père, vous lui ressemblez pas tellement, peu, à part la voix». Là, il y a une phrase qu'il lui dit. Et c'est vrai que ça le conforte dans l'idée d'avoir choisi la génétique, parce que bien sûr, il veut comme ça se rapprocher de son père disparu. Et c'est aussi ce qui va lui fournir le prétexte pour partir de Russie, parce que c'est son enseignant qui va lui dire, en fait, vous pouvez partir dans ce laboratoire du fameux T.H. Morgan qui a réellement existé, et puis ça vous donne un ticket pour partir de ce pays qui est en train de s'effondrer sur lui-même, hein. Alors justement, il va partir pour New York. C'est New York, hein, c'est juste, ouais. Oui. Pour New York, qu'est-ce qu'il va y faire? Alors, Qu'est-ce qu'il va étudier? Alors, la génétique des mouches drosophiles, et là aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui a existé. C'est vraiment dans cette fameuse fly room, donc la chambre des mouches de l'université de Columbia à New York. D'ailleurs, T.H. Morgan va recevoir avec son équipe le prix Nobel de médecine pour avoir découvert le rôle que jouaient les gènes dans l'hérédité. Ça, ce sera quelques années plus tard. Et puis, il va y faire un postdoc, et il amène même dans une mallette réfrigérée, et ça, c'est aussi quelque chose qui a réellement existé, des petites mouches à étudier pour montrer aussi les différences avec les cirques et les bourdons américains. Donc voilà, il part avec cette petite mallette. D'ailleurs, il passe un peu pour un fou auprès d'un monsieur sur le paquebot qui lui demande ce qu'il a dans sa mallette. Puis il lui dit des mouches réfrigérées. Puis il dit d'accord, allez-y. Et il part de l'autre côté de l'Atlantique pour aller étudier la génétique des mouches drosophiles, donc faire se reproduire en fait des générations et des générations de mouches pour voir comment des traits physiques sont passés d'une génération à une autre. Et d'ailleurs, d'ailleurs, vous traversez aussi quelques grandes étapes des avancées scientifiques de ce XXe siècle. Et en tout cas, dans cette première moitié du XXe siècle, quel est l'état un petit peu de la recherche scientifique? Quelles sont les conditions de travail aussi dans ces laboratoires, notamment à New York? Vous le développez un petit peu dans votre roman. Alors ça, j'ai vraiment trouvé fascinant, parce que bien sûr, maintenant, la recherche se fait avec des ordinateurs extrêmement puissants. On a décodé tout le génome de la mouche drosophile. On s'attelle à le faire pour l'entier du génome humain. Ça prend quand même pas mal de temps, parce que c'est assez complexe. Mais à l'époque, c'était vraiment des hommes. C'était beaucoup d'hommes quand même dans les laboratoires scientifiques, mais qui triaient ces petites mouches, donc ils les faisaient se reproduire dans des tubes avec de la chair de banane macérée pour qu'elles puissent se nourrir. La pièce était surchauffée parce que plus la température est haute, plus les drosophiles se reproduisent vite. Et après, il faut imaginer des gens qui étaient juste penchés comme ça sur des microscopes à trier avec un pinceau, pas pour dessiner, mais pour compter les mouches. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On met les mouches femmes d'un côté, les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, et puis bien sûr, on va regarder quelles sont les mutantes. Et puis tous ces calculs leur permettaient après de dire où se trouvaient les gènes sur les chromosomes. Donc c'était vraiment un travail de recherche, mais d'observation complètement obsessionnel. Ça m'a complètement fascinée aussi. Ça a effectivement un petit peu évolué, mais effectivement, donc il noue quelques contacts aussi avec ses collègues, notamment à certains Willem, et on sent effectivement qu'il travaille énormément, qui a un côté très, très harassant et presque, comment dire ça, presque esclavagiste dans un certain sens. Oui, et ça, alors, c'était un document qui m'a été très précieux pour la rédaction du livre. C'est que la fille d'un des chercheurs stars du laboratoire de T.H. Morgan, la fille de Calvin Bridges, avait en fait écrit sur son expérience, parce qu'elle avait passé en fait quelques jours lors d'un été, à peu près dans les mêmes années où Eugène Gabrichevski a fréquenté le laboratoire, dans le laboratoire de son père. Et ils en ont fait un film d'Alexis Gambi que je m'étais procuré, où en fait on a l'ambiance qui régnait, et des témoignages d'autres, de la fille aussi d'Alfred Sturtevant, si je me souviens bien, d'un autre chercheur. Et elle disait vraiment, on ne les voyait jamais. Ils habitaient là-bas, c'était vraiment leur vraie vie.
Et effectivement, c'était encore un moment où, ben, bien sûr, les hommes s'occupaient peu des enfants, donc ils passaient leur vie au laboratoire. Et cette scène où Calvin Bridges, qui s'appelle Melvin dans le livre, Mmh. part, du laboratoire très tard le soir avec des tubes à essai où il y a des mouches qui vont se reproduire pour regarder au matin si c'est bien, les résultats qu'il attendait. Ça aussi, c'est une anecdote, qui vient, de ce film. Oui, puis ça fume, enfin, on dirait que vraiment qu'effectivement qu'ils vivent dans ces endroits, alors qu'on a, on a le sentiment de ces laboratoires un peu aseptisés, ça donne pas tout à fait cette ambiance. Du coup, dans cette deuxième partie qui s'appelle Métamorphose, hein, elle a un nom, cette deuxième partie, donc il va donc quitter la Russie pour arriver dans ce nouveau pays, dans ce pays libre. Il opère une sorte de mue à ce moment-là. À son arrivée aussi, il y a quelque chose qui change chez lui. Oui, et c'est vrai que là, c'était l'idée donc de reprendre pour ces 2 parties, les stades de vie des insectes. Donc d'abord, bien sûr, la jeunesse en Russie où c'est les larves et les nymphes, donc les premiers stades de l'existence des insectes. Après les métamorphoses, finales. Après là aussi, ça donne un découpage très linéaire, mais c'est aussi l'idée que dans nos vies, les métamorphoses et les mues, elles apparaissent, tout le temps. Parce que là, bien sûr, c'est l'idée de passer d'un continent à un autre, mais aussi, divers états, de l'âme ou, de son intériorité qui vont mener à cette crise, finale. Donc là aussi, peut-être que le découpage est un peu plus, comment net que ce qui est rendu dans le livre, qui est vraiment cette réalité de métamorphose qui se succèdent les unes après les autres pour le narrateur. Et c'est vrai qu'il y a aussi un contraste, très fort avec tout ce qu'il a vécu. Il y a un passage qui m'a particulièrement fait, sourire, si je puis dire, c'est justement autour des sourires. Alors je ne sais pas si vous êtes allé en Russie, vous connaissez un petit peu la Russie, hein? Oui, mais alors vraiment là, de façon très, documentée, donc assez froide, livresque disons, hein, Parce que plutôt. ça m'a alors moi je connais un petit peu, puis j'ai vraiment, eu ce même sentiment. Donc c'est vraiment le contraste total avec la Russie. Il parle notamment des sourires qui, alors là je vous cite, qui aux États-Unis se donnent sans réfléchir, avec autant d'insouciance que des objets dont on n'aurait plus l'usage, alors que pour un Russe, sourire veut dire quelque chose. Et vraiment, c'est quelque chose que j'avais effectivement remarqué en Russie, donc j'avais trouvé cette phrase, enfin ce petit passage très parlant. Aux États-Unis, il va aussi, faire la connaissance de Justine, son grand amour. Heu, elle est française, elle étudie l'histoire de l'art et pourtant, il ne va vraiment pas lui dire tout de suite qu'il peint. Pourquoi ça? Alors je pense que ça a ajouté un petit peu de suspense dans le livre, mais de façon un petit peu plus sérieuse, je pense que les créatrices, créateurs, on est tous parfois un peu pris comme des enfants. Je me rappelle au départ quand j'écrivais puis que je donnais mes textes à lire, j'avais toujours un peu l'impression qu'on me faisait. Alors déjà, on est dans cette attente qu'on nous donne des compliments puis qu'on nous valide dans la démarche, mais un peu, oui, oui, c'est très bien, un peu la petite tape sur la tête comme ça, où on se retrouve comme des enfants pris en plein délire. Et là, effectivement, il y a cette peur de lui montrer aussi vraiment qui il est, mais aussi, cette intériorité parce qu'en fait, s'il fait ça, il dévoile vraiment une grande part de lui-même, alors que Justine, bien sûr, va accueillir, de manière positive. Mais je pense qu'il y avait ce jeu effectivement de ce regard très ambivalent sur la création parce qu'on veut montrer ce qu'on a fait et d'un autre côté, on a très peur de ce regard parce que c'est une véritable mise à nu et où on montre notre vulnérabilité. Avec Justine, il sera heureux. Pourtant, elle va repartir en France. Il n'aura malheureusement pas le temps de la rejoindre. Et parce que justement, il va avoir vivre cette crise de dissociation. On était obligé d'en parler, même si on est un peu à la fin du roman, mais ça me semblait quand même obligatoire d'en parler. Donc, votre roman traite très très bien de cette frontière étroite entre folie et réalité. Il a des sortes de visions, des rêves. Et j'aimerais, pour illustrer cela, que vous nous lisiez encore un passage, si vous êtes d'accord, à la page 83. Je me tiens dans la salle d'un théâtre qui exhibe ses couleurs comme les étoffes d'une courtisane. Des centaines de spectateurs se pressent dans les loges perchées à plusieurs mètres de hauteur et sur les fauteuils de velours que surplombent des lustres pendus dans des volutes de brume. On m'attend.
Je devrais partir, pourtant je m'approche de la scène dans l'espoir de voir le début du spectacle, qui devrait bientôt commencer. Ce n'est qu'en avançant entre les rangées que je réalise que les élégantes silhouettes qui m'entourent ne sont pas humaines. Mouches, guêpes, abeilles et punaises se tortillent de plaisir sur leurs sièges, leurs longues pattes tenant délicatement de petites jumelles serties d'or et de diamants, tandis qu'elles bourdonnent et sifflent dans des langues que je ne comprends pas. Un placeur fluet s'avance, son costume 3 pièces peinant à contenir les ailes qui saillent sous le tissu. Sa trompe frétille, et ses grands yeux dépourvus de paupières me fixent avec intensité, sans que je saisisse le sens de ses paroles. « Pardon, dis-je en secouant la tête, pouvez-vous répéter ?» La mouche secoue la tête avec indulgence, pose sa patte sur mon épaule et me conduit à une place, juste en dessous de la scène. J'aimerais lui dire que je n'ai aucune réservation, que je n'ai rien à faire là, mais elle ne comprendrait pas. D'ailleurs, elle n'a pas attendu que je m'assoie pour repartir avec hâte, ses ailes frémissant, sous le veston bien coupé. « Excusez-moi, dis-je en me tournant sur la droite. Pouvez-vous me dire de quoi parle le spectacle ?» Une grande abeille, serrée dans une longue robe crème, me regarde de ses grands yeux noirs. Je reste fascinée par sa taille, si fine au regard de son abdomen, voluptueux, comme des hanches de femme. Elle porte l'une de ses 6 pattes à ses mandibules, laisse apercevoir une langue velue, me faisant signe de me taire. Zzzz. Le spectacle va commencer. Tout à coup, le silence tombe sur l'assemblée, qui cesse tout bourdonnement, portant son attention sur les lourds rideaux rouges qui s'ouvrent comme des lèvres. Ainsi exposée, la scène exhibe un décor de carnaval, où joue un orchestre effréné. Devant, de hautes silhouettes gracieuses et masquées, colombines, polichinelles, arlequins. Sont-ce des humains déguisés en insectes ou des insectes ayant pris les traits d'humains qui se pavanent sous nos yeux? Dans un bal luxueux, il rit au rythme de la valse des 4 saisons. Là, une libellule danse avec une menthe, tandis qu'une demoiselle s'acoquine avec une coccinelle. Dans leurs pattes, ils tiennent des coupes de liqueur, champagne ou hydromel peut-être, qu'ils vident avec avidité. Des serveurs termites s'affairent à les échanger contre des verres pleins qu'ils transportent par dizaines sur de grands plateaux. Avides, les trompes des invités se plongent dans les bols de nourriture qui circulent à côté de la boisson. Une mixture qui ressemble à du caviar, mais qui pourrait bien être leurs propres œufs. Et ces êtres dansent, volent parfois, leurs ailes battant au rythme de la musique, alors qu'ils soulèvent leurs partenaires haut au-dessus de la masse. La profusion des couleurs, des costumes et des décors épuise mes yeux, que je suis tentée de détourner. Soudain, la musique s'arrête, tandis que des lames argentées apparaissent pour se planter dans les chairs. Des corps tombent, et les assassins retirent leurs masques. L'un tient encore entre ses pattes le corps sanguinolent de la guêpe avec laquelle il dansait. Les mouches parasites ont infiltré la demeure des nobles et les ont massacrés. À présent, le sang coule sur les planches, et je suis étonnée de ne pas le découvrir rouge comme de la lyre, mais gris-brun, comme les torrents après de fortes pluies. Ce n'est qu'après un moment que je les entends, les rires. Ceux des assassins pliés en deux au-dessus de leurs victimes, dont les pattes et les antennes s'agitent en dernier soubresaut. Mais aussi ceux de tous les autres, les spectateurs, qui rient dans mon dos, à côté de moi, leurs mandibules s'agitant dans le vide. Quand je me retourne vers la belle abeille, elle aussi rit, le corps agité par des bourdonnements, courbée dans une telle position que je crains que sa taille ne se rompe. Merci beaucoup. Donc, cette scène se déroule, alors qu'il est encore en Russie, c'est aussi une métaphore de la révolution, mais finalement, ça l'aide, d'imaginer ces insectes, ça l'aide à appréhender notre monde, la folie et les gens qui l'entourent. Oui, et aussi sa beauté, mais sa cruauté. Et c'est vrai que cette anecdote, en fait, des mouches qui infiltrent des nids de guêpes, c'était dans sa biographie, en fait, des mouches qu'il avait vraiment observées en Russie, des cirfes. Et c'est vrai que là, c'est assez fou parce qu'en fait, normalement, c'est les guêpes
qui peuvent pondre des œufs et devenir parasites, notamment dans d'autres corps d'insectes. Et là, c'est vraiment des syrphes qui arrivent à s'infiltrer dans les nids et puis à tuer les guêpes. Donc il y a vraiment aussi cette loi de la nature, mais qui retrouve, comme vous avez dit, dans cette révolution d'octobre, où en fait c'est une lutte pour la survie, mais qui est extrêmement cruelle. Là d'ailleurs, cette scène, effectivement, elle est inquiétante et puis assez horrible dans ce Mhm. qu'elle décrit. En effet, mais elle est magnifique aussi. Est-ce que vous aussi, à force d'écrire ces choses sur les insectes, de confondre humains et insectes, dans la rue, vous commenciez à voir des insectes? On est comment en ce moment? Non, non, alors tout le monde est normal, il n'y a pas d'antenne ou de mandibule qui sortent. Mais c'est vrai que parfois, on peut se réétonner de lire des passages et d'être ah oui, c'est vrai que parfois, c'est assez étrange ce qui peut sortir Mhm, de nous. Après, j'ai beaucoup de chance. Je pense que je suis plus joyeuse dans ma vie de tous les jours et peut-être que les côtés plus lugubres ou plus obscurs vont plutôt sortir dans les livres. Donc, je pense que c'est mieux dans ce sens. dans ce sens, effectivement. Donc, on est toujours à New York avec Eugène et par différents voilà, facteurs, on va pas non plus tout dire, mais il y a quand même un jour, il a voilà, une crise de dissociation. C'est évoqué dans le livre qu'il est diagnostiqué schizophrène. Qu'est-ce qu'on sait de cette maladie à ce moment-là? Alors justement, pas grand-chose. Et ça, c'est une ambiguïté sur laquelle j'ai voulu jouer parce qu'il faut savoir que la plupart des diagnostics qu'on a posés sur, sur le sujet qui nous occupe, sur les artistes d'art brut, ont été dépassés parce qu'à l'époque, on disait que tout le monde était schizophrène. Alors, dans le cas d'Eugène Gabrichevski, j'ai voulu garder cette ambivalence parce que c'est vrai que il a écrit dans des carnets qu'il se sentait victime d'un complot, qu'il y avait des gens qui lui voulaient du mal. Il y a quand même ces troubles paranoïaques qui peuvent rappeler une schizophrénie. Mais d'un autre côté, je me disais peut-être que c'était tout simplement une très sévère dépression nerveuse due au travail. Et justement, de ne pas le résoudre, comme je pense que c'est irrésolu sur sa biographie. Maintenant, c'est plutôt des questions ouvertes, hein. Mhm. Donc, après cette crise, il sera ramené en Allemagne par son frère et interné. Il finira ses jours à l'hôpital psychiatrique. Combien de temps finalement il y passe? Alors, pas seulement dans votre roman, mais en vrai. Oui, ce serait la même chose que dans le roman. Alors, c'était plus de la moitié de sa vie. Il a été enfermé, si je me souviens bien, vers 36 ans. Et je crois que, vu qu'il est décédé en 1983, là j'ai un petit doute, mais ça fait Ouais. plus de 40 ans dans l'hôpital psychiatrique. C'est vraiment je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore des gens qui font 40 ans en hôpital psychiatrique, ça me paraît assez fou. Avant de laisser la parole au public, parce que je vois que l'heure tourne, bon, évidemment encore plein de questions, mais ça me semblait quand même, avant de vous laisser la parole, quelques mots autour quand même de la langue d'écriture. Beaucoup de métaphores, un style très poétique. On a relevé aussi dans des clubs de lecture l'utilisation du passé simple, ce qui n'est plus si courant que ça. Un gros travail que vous avez fait sur la langue, enfin, ça vient naturellement ou il y a beaucoup de réécriture, de retravail? Alors ça vient assez naturellement. C'est vrai que alors de nouveau, hein, il y a différentes, écoles d'écriture et c'est pas pour leur faire, un procès, mais c'est vrai que je en tout cas, ce que je recherche dans beaucoup de livres et que je vais avoir tendance à écrire moi-même, c'est quand même une recherche esthétique, donc dans le style. Après alors de nouveau, on peut y voir, une certaine valeur ou et aussi, des défauts dans cette approche, mais effectivement de ne pas sacrifier à la recherche, du beau et de la tournure, et là aussi qui permettait de faire tenir les visions de Shane Gabrichevski. Mais le passé simple, c'est assez intéressant que vous le notiez parce que, comme beaucoup d'autrices, c'est très dur d'avoir les temps verbaux Mhm, qui tiennent à la fin. Et ça a été un grand travail avec la relectrice des éditions Elie mhm, Sellas, que je remercie pour son travail minutieux, mhm, Béatrice Oberfeld, qui a vraiment mhm, fait un très bon travail. Et je trouve que le passé simple, effectivement, tient très bien dans le roman, mhm, avec c'est ce vrai. côté désuet, mais qui fonctionne. Et on l'a dit, hein, il y a beaucoup d'allers-retours, c'est pas du tout linéaire entre passé et présent. Euh, Comment vous l'avez construit de manière fragmentaire ou vous avez écrit de manière linéaire, même si le roman ne l'est pas? Alors ça, c'est dur de se souvenir, mais je pense alors c'était vraiment les 2 parties, ça c'est sûr. Donc la première, Avec l'enfance, ouais.
Oui, non, mais c'était les scènes dans l'hôpital psychiatrique d'abord qui sont venues parce que justement je m'inspirais des tableaux que j'avais vus aussi à la collection. Donc c'était plutôt la partie au présent qui est venue d'abord et puis ensuite au fil de mes recherches sur la Russie et puis, de New York qui sont venus après et pas mal dans l'ordre quand même. Donc Mhm. d'abord la Russie, donc d'un point de vue Ouais. linéaire et ensuite, cette deuxième partie. Merci beaucoup, Chloé Falsi. Je propose d'ouvrir la discussion pour le public si une personne ou l'autre a une question. Et puis, parce que alors sinon, moi, je continue, hein, mais j'imagine qu'il y aura une ou deux questions comme d'habitude, comme... non, je ne vais pas me répéter chaque samedi. Monsieur devant. Vous indiquez que le personnage écrit, pardon, est peint, je veux dire, dès le début de sa vie. Et est-ce qu'on a gardé des œuvres de l'époque où il était scientifique, et standard, si on peut dire, par rapport à celles qui ont été créées par la suite, donc dans l'asile? Est-ce qu'il y a eu un changement de style? C'est une très bonne question et effectivement, alors on n'a pas des œuvres de quand il était tout petit, ça effectivement, on n'a pas de traces, mais j'ai pris le catalogue de l'exposition de la collection de l'art brut. Vous pourrez voir que oui, il y a une nette coupure de style entre le moment de son internement et puis ce qui était venu avant. Au départ, c'est un petit peu plus académique au fusain noir, très très beau, hein. Il y a des magnifiques dessins, notamment un dessin que moi je trouve magnifique, qui m'avait inspiré une scène du livre où c'est un coucher de soleil sur l'océan et il y a plein de femmes dans un nuage, on dirait une écume de chair, c'est vraiment très beau. Mais il y a eu une réelle fracture. Et ce qui est intéressant, c'est que son frère, quand il a cherché à faire connaître l'œuvre d'Eugène Gabrichevski, a d'abord proposé les dessins plus académiques, parce que justement, il les voyait comme plus maîtrisés. Et ceux qui ont intéressé Jean Dubuffet, donc le créateur du concept d'art brut, bah, c'est ceux qui sont venus après, qui étaient beaucoup plus sauvages, qui étaient faits avec les doigts ou avec ce pinceau qui enlevait la peinture, ces espèces de taches à l'éponge. Donc oui, il y a eu une réelle fracture entre les deux, avant et après son internement. Vous pourrez effectivement consulter le livre que Chloé a amené, c'est très intéressant. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a une autre question? N'ayez pas peur. Moi, j'avais alors encore une question un peu à côté. Est-ce que il vous accompagne encore, Eugène, aujourd'hui, un peu, parce que justement, surtout quand on a travaillé pendant longtemps autour d'un livre, voilà, le livre est là, il est imprimé. Alors vous en parlez encore parce qu'il y a des périodes de promotion, mais est-ce qu'il vous habite encore? Alors moins qu'avant. C'est vrai que là maintenant, je pense que quand on finit les livres, quand même, il y a un moment d'ailleurs où on les laisse partir. Je ferai un parallèle avec l'accouchement, mais vraiment avec toutes les limites que ça peut supposer. Mais après, c'est vous, les lectrices et les lecteurs, qui continuez à le faire vivre. Après, c'est vrai que je pense qu'avec l'intérêt pour les insectes qui reste, là maintenant, des fois, je vois des insectes, puis je vais regarder comme ça, c'est presque devenu un petit peu un toc qui est resté, ou même des anecdotes sur des insectes, ça c'est vraiment resté quand même un intérêt. Mais sinon, c'est vrai que Eugène n'est plus autant avec moi qu'avant. Merci, Chloé. Pour terminer cet entretien, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait encore une question. Oui, n'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de question bête. Je me dis ça tous les jours en préparant ces rencontres. Alors, si ça vous... Ah, il y a une question? Oui, super, merci. Bonjour, j'ai beaucoup aimé le livre. J'ai senti la passion pour ouais, pour cet artiste. Et après un travail si long et intense, le prochain livre, ça parlerait de quoi? Ou alors là, vous me mettez en difficulté parce que je crois que beaucoup d'autrices et d'auteurs ont ce problème de détester parler des projets en cours. Je peux quand même parler d'un projet qui devrait bientôt paraître, mais qui était plus un à côté. J'avais écrit le récit de ma grossesse pendant la pandémie de Covid-19, sans forcément vouloir en faire quelque chose. Mais après, j'avais eu la bourse à l'écriture du canton de Vaud.
qui m'avait encouragée à poursuivre ce travail plus dans les littératures du réel ou dans l'autofiction, si on veut bien. Et celui-ci devrait paraître prochainement. Il n'y a pas encore de date fixe, mais pour le prochain livre de fiction sur lequel je suis encore en train de travailler, là, c'est encore trop tôt pour le faire sortir de sa chrysalide, donc j'espère que vous pardonnerez mon silence à ce sujet. Et elle file la métaphore. Oui. Merci. Pour conclure cet entretien, j'aime bien les terminer comme ça. On va demander à Chloé de nous lire un dernier passage. C'est une lettre que Eugène écrit à sa mère. On est relativement à la fin du roman. Merci. 7 avril. Mère, je suis désolée de ne pas vous avoir écrit plus tôt. Les journées sont longues et j'ai tant à faire que je ne suis presque jamais chez moi. Pour être sincère, j'ai vu si peu de choses de ce pays que je pense parfois que je pourrais me trouver dans n'importe quelle grande ville du monde. Donnez-moi un laboratoire, un appartement, des stands de nourriture de mauvaise qualité, des amérantes au coin des rues, elles sont toutes pareilles. Rassurez-vous, le travail se porte bien. Je suis en train de rédiger des articles qui vont paraître dans des revues prestigieuses. Les obstacles tombent devant moi comme des châteaux de cartes. Je viens de recevoir une offre pour enseigner à l'Institut Pasteur, à Paris, comme mon père avant moi. Mais il y a bien plus important. Si je pars en France, ce n'est pas un hasard. C'est pour rejoindre quelqu'un. Une femme merveilleuse que j'ai rencontrée ici. Son nom est Justine. Je l'aime. Nous sommes fiancés depuis cet hiver. J'ai fait ma demande à l'université, la première fois que je lui ai montré mon travail. Au milieu des mouches, contre toute attente, elle a dit oui. Je sais qu'elle ne sera pas assez bien pour vous. Aucune femme ne le sera. Justine n'est pas dure. Elle est douce et tendre. Je l'aime pour ses qualités, tout ce qu'elle est, et parce qu'elle ne me demande pas de choisir entre art et science. Elle m'encourage à construire un pont entre les deux. Elle me dit que je n'ai pas à sacrifier la peinture, car il s'agit d'une part de moi. Et elle a raison. Ces deux manières de saisir la réalité sont complémentaires. Elles se nourrissent l'une de l'autre. La science ne peut être poursuivie sans instinct, sans quoi elle devient sèche, aride. À l'inverse, l'art ne peut être réalisé sans rigueur, autrement, il est voué à se détruire. Dépourvu de l'un, l'autre dépérit. C'est pour cette raison que ma vision du monde, comme la vôtre, comme celle des gens, est incomplète. Justine m'a livré la clé. Même si cette voie est tortueuse, ardue, je suis sûre qu'il s'agit de celle à suivre. Mère, je sais que vous voyez vos enfants comme des prolongements de vous-même, des excroissances qui ne vous ont jamais tout à fait quitté. L'un vous a déjà déçu. Je sais que ce choix vous prouvera une fois encore que je suis faible. Sachez que j'ai vraiment essayé d'être à la hauteur de ce que vous vouliez pour moi, pour nous. Je sais, essayer n'est pas faire, c'est déjà un aveu d'échec. Vous nous l'avez répété depuis que nous sommes enfants. Pourtant, en grandissant, je n'ai jamais été témoin d'absolu. Je ne vois que des gens qui font de leur mieux, essayent toujours et échouent, souvent. Il m'aura fallu 30 années pour comprendre et accepter que c'est ce qui s'appelle vivre. Je ne sais pas si je reviendrai dans notre pays. Comme vous l'avez écrit, il a signé son arrêt de mort. Peut-être vaut-il mieux le laisser agoniser et partir. Mais qu'importe où que j'aille, la porte de mon foyer vous sera toujours ouverte, si vous arrivez à me pardonner. Je sais ce que je vous dois. Je ne l'oublierai jamais. Je vous en prie, ne soyez pas trop en colère contre moi. Peut-être vous consolerez-vous en sachant qu'avec elle, je suis enfin heureux. Avec toutes mes pensées, votre fils, toujours. Merci beaucoup, Chloé Merci. Falsi. Merci à vous. Pour continuer à célébrer la littérature de Suisse romande, lisez, votez et abonnez-vous.